Nous sommes le 27 octobre 1974, en Angleterre, dans le village d'Avley, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Londres. John Avis est en voiture. Il rentre chez lui, après avoir rendu visite aux parents de sa femme, Hélène, qui se trouve à ses côtés. Le couple est accompagné de leurs 3 enfants. Les plus jeunes, Karen et Stuart, dorment paisiblement, tandis que Kevin, l'aîné, observe le paysage par la fenêtre. Il est aux environs de 22 heures et ils empruntent une route secondaire, peu fréquentée, qui traverse des champs et des bois. Un trajet qu'ils connaissent bien et qui se fait habituellement en une vingtaine de minutes. Après quelques kilomètres à rouler, Kevin est le premier à apercevoir une lumière dans le ciel. Un objet ovale, bleu pâle, dont la couleur est changeante. Il avance lentement, à basse altitude près de la voiture, puis s'immobilise, leur laissant un peu d'avance avant de les rattraper. La famille comprend alors rapidement que l'étrange phénomène les suit. Ils pensent d'abord à un hélicoptère, mais il n'y a aucun bruit et personne sur la route. Juste cette chose qui se déplace dans le ciel nocturne. Puis à l'approche d'un virage, il disparaît derrière des buissons. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Le moteur devient inaudible et les pneus ne font plus de bruit. Même la radio finit par s'éteindre dans un grésillement inquiétant. Devant eux apparaît un mur de brume verte, épaisse, haute de plusieurs mètres qui bloque complètement la route. Et à mesure que la voiture pénètre à l'intérieur, les feux s'éteignent et l'air devient glacial, tandis que la visibilité est quasi nulle. Les parents ressentent à ce moment-là une sensation de picotement dans tout le corps et ont du mal à rester conscients. Ils ne savent même plus s'ils avancent ou si le véhicule est figé dans le brouillard. Quand brusquement, un choc les secoue, comme si la voiture franchissait un dos d'âne. Puis le brouillard s'évapore, le moteur reprend et la route redevient enfin visible. Le phénomène a disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Instinctivement, Hélène se retourne et s'exclame « Tout le monde est là ?» Les 3 enfants sont bel et bien présents. Kevin est encore éveillé et les 2 autres dorment toujours. Après cet événement troublant, le couple rentre chez lui dans un silence pesant. Les enfants sont mis au lit et John allume la télévision pour regarder l'émission qu'il attendait. C'est alors que l'homme réalise quelque chose de très étrange. Il est 1h du matin. Ce soir-là, le trajet de 20 minutes a duré près de 3 heures. Dans les semaines qui suivent, la famille change radicalement. Tous développent une aversion soudaine pour la viande. Sa consommation leur provoque des nausées, parfois même des vomissements. Ils deviennent tous végétariens, sans aucune raison apparente. De son côté, John, qui était un gros fumeur depuis des années, jusqu'à 60 cigarettes par jour, arrête brutalement de fumer, sans aucune difficulté, et il ne boit plus une goutte d'alcool. Leur vision du monde a elle aussi radicalement changé. Ils adoptent un discours nouveau, très marqué sur la destruction de la planète et la souffrance animale. Aussi, d'autres événements vont venir perturber leur quotidien, à tel point que fin 1974, peu avant les fêtes de Noël, John sombre dans une dépression, quitte son travail et reste sans emploi pendant plusieurs mois. En effet, la famille commence à vivre des expériences de plus en plus inquiétantes. Ils affirment être suivis régulièrement par des voitures aux vitres teintées qui semblent les observer à chaque déplacement. Il y a aussi le téléphone qui sonne fréquemment alors qu'il n'y a jamais personne à l'autre bout du fil. Parfois juste une respiration lourde se fait entendre sans qu'aucune voix ne réponde. John de son côté raconte avoir été à plusieurs reprises arrêté sur la route par des hommes se présentant comme des policiers. Des incidents qui se seraient produits jusqu'à 5 fois par semaine pendant près d'1 mois. Et ce n'est pas seulement les routes ou les abords de leur maison qui deviennent inquiétants. Chez eux, les portes s'ouvrent ou se ferment toutes seules. Des objets se déplacent sans que personne ne les touche. Et des bruits sourds, comme des coups, ainsi que des craquements se font entendre. Surtout la nuit, lorsque la maison est plongée dans le silence. Des phénomènes corroborés par plusieurs personnes de la famille et par des proches venus garder les enfants. Une nuit, Kevin se réveille en sursaut. Au bout de son lit se tient une silhouette humaine, sans visage. L'être est vêtu de blanc et reste immobile dans l'obscurité. Le petit garçon est terrorisé. En 1977, épuisée, la famille décide de parler. Il contacte un groupe local d'ufologie après avoir lu un article dans un journal. C'est ainsi qu'Andrew Collins, chercheur britannique, ouvre le dossier. Et vous allez voir que la suite est encore plus surprenante. Pour tenter de comprendre les 3 heures manquantes, Collins se propose l'hypnose. Hélène refuse, mais John accepte. Il veut enfin savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. La première séance commence quelques semaines plus tard, le 25 septembre 1977.
l'homme, accompagné de Barry King, un autre chercheur en ufologie, rencontre le docteur Leonard Wilder, qui utilise depuis 20 ans l'hypnose pour des recherches sur la réincarnation. Malheureusement, la première séance ne produit aucune régression. John est très anxieux, au point de presque annuler le rendez-vous à la dernière minute. Wilder va donc le rassurer et effectuer de simples tests pour évaluer sa réceptivité à l'hypnose. Une seconde séance débute le dimanche suivant. Il est plus serein et plonge lentement dans un état de conscience modifié. Sa voix change et devient plus lente. Puis des images confuses commencent à ressurgir. Il parle du fameux brouillard vert et de l'arrêt brutal de sa voiture. Puis il se retrouve dans un grand espace froid et silencieux, baigné d'une lumière blanche, sans aucune source apparente. Sa famille n'est plus avec lui, mais il n'est pas seul. Devant lui, deux êtres se tiennent immobiles. Ils sont grands et minces, vêtus de combinaisons faites d'une seule pièce. Leur peau est très pâle, presque translucide, et ils restent figés devant lui sans bouger. Puis dans un autre flash, il se retrouve allongé sur une table avec plusieurs petites entités qui s'approchent de lui. Elles sont trapues, à la peau sombre et granuleuse, comme recouvertes d'un fin duvet, et leurs yeux noirs et brillants restent grands ouverts, et ils n'ont aucune expression. Plus en retrait, John aperçoit les deux entités qu'il avait vues précédemment, et il a la nette impression qu'elles contrôlent ces créatures. L'une d'entre elles passe un instrument froid tout le long de son corps. Il ressent d'abord des picotements, suivis d'une chaleur étrange. L'homme tente de réagir, mais ses membres ne répondent plus. Lors de la troisième et dernière séance, particulièrement troublante, John se réveille face à l'un des grands êtres. Ses yeux, d'un rose irréel, sont fixés sur lui. Il lui révèle par télépathie qu'ils sont là pour observer et guider l'humanité, et qu'ils ont besoin des humains comme hôtes. John affirme également qu'ils sont présents sur Terre et qu'ils n'ont aucune intention de repartir. Ses paroles commencèrent ensuite à devenir confuses, presque hésitantes, puis dans un murmure étouffé, il s'exclama « Ils ont plusieurs bases sur Terre. Toujours. Ils ont toujours été là. » Après la séance, l'homme confia à Colin ce qu'il avait eu l'impression d'être bloqué et que même sous hypnose, quelque chose l'avait empêché d'en révéler plus sur ces êtres qu'il avait enlevés. Quant à sa femme Hélène, qui malgré son refus, assista à toutes les rencontres de son mari, finit par se confier au docteur Wilder, affirmant être victime de souvenirs troublants et de terribles cauchemars. Pendant plusieurs entrevues, elle va décrire ses expériences pour le moins glaçantes. Dans un premier temps, elle se rappelle avoir été arrachée de force à ses enfants et à John avant d'être entraînée par un humanoïde de grande taille vêtu d'une combinaison blanche. L'être fait ensuite apparaître un trou dans un mur, puis l'emmène dans une pièce ovale. Elle se retrouve allongée et attachée sur une table d'examen métallique et froide. C'est alors qu'une petite entité couverte de fourrure, qu'elle appellera plus tard l'examinateur, s'approche d'elle. Il passe une sorte de scanner plat sur tout son corps, puis un instrument en forme de stylo sur sa peau. Étrangement, il s'attarde longuement sur le côté gauche, au niveau de son rein. Terrifiée, Hélène crie et se débat. Elle hurle, puis finit par fondre en larmes. Le grand être s'approche d'elle et pose son majeur sur son front. Elle perd immédiatement connaissance. Lorsqu'elle reprend conscience, une voix lui propose de la nourriture, mais elle refuse, convaincue qu'on cherche à la droguer. Alors la voix murmure « Je vais te jouer de la musique. » Avec ses mains et son esprit, l'alien crée un son étrange, une harpe aiguë et apaisante. Malgré elle, Hélène sent son corps se détendre, mais son esprit reste paniqué pour ses enfants. La voix résonne de nouveau dans sa tête. « Tu accordes de la valeur à tes enfants. Ils sont en sécurité. Nous ne nous reproduisons pas. Nous n'avons pas d'enfants. Nous nous reproduisons à travers vous. Vous êtes nos enfants. » Hélène va ensuite décrire à l'équipe de Collins comment ces êtres étranges lui ont montré des images de leur propre planète, complètement ravagée par la pollution. Elle se souvient d'un hologramme gigantesque et ultra réaliste, des villes en ruines, des océans toxiques, une atmosphère irrespirable. Et enfin ce message. « Voici d'où nous venons. C'est la graine de la vie, notre passé et votre futur. » Le dernier fait troublant concerne leur fils Kevin. Ses parents ont toujours refusé qu'il passe sous hypnose, mais des années plus tard, l'enfant fit une confidence pour le moins troublante à son père. Selon lui, les entités lui auraient confié une mission lorsqu'il serait adulte. Il en était sûr, mais il lui était impossible de se rappeler de quoi il s'agissait. En conclusion, que reste-t-il de cette affaire 40 ans plus tard ? L'équipe d'Andrew Collins et Barry King, avec l'aide du docteur Wilder, a publié l'enquête complète en 1978 dans la célèbre revue Flying Saucer Review.
La vidéo ne reflète qu'une partie de leur travail, qui se révèle être une enquête approfondie et sérieuse. Et ce qui rend cette affaire encore plus étrange, c'est le contexte de cette époque. En 1974, une véritable vague d'ovnis a balayé le sud-est de l'Angleterre. Des dizaines de témoins ont rapporté des lumières étranges et des phénomènes inexplicables. Et le fameux soir du 23 janvier, le jour de l'enlèvement, plusieurs observations simultanées ont été enregistrées à quelques dizaines de kilomètres d'Avley. Avec une autre grande affaire, considérée jusqu'à aujourd'hui comme le Roswell anglais, l'incident de Berwyn Mountains. John et Helen, de leur vrai nom John et Sue Day, n'ont jamais cherché à gagner de l'argent. Ils ont utilisé un pseudonyme et ont contacté le groupe ufologique simplement pour se libérer de ce poids. Et se sont fait par la suite très discrets, ne donnant aucune interview payée, aucun livre, aucun film. Avec le temps, le couple s'est séparé et John est parti vivre en Écosse. La famille a depuis complètement disparu des radars. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Un petit like pour booster la vidéo et un abonnement si ce n'est déjà fait. C'est gratuit et ça fait avancer la chaîne. À très bientôt sur Zone 51 TV.